Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un cours sur le médicament. En fait, avec un plan qui va commencer par donner un peu de brèves perspectives historiques sur comment on traite les malades au cours de l'histoire et comment maintenant on identifie de nouvelles molécules bioactives avec une méthode rationnelle et moderne. Il y a un chemin qui reste long entre la molécule bioactive et un médicament qui est administré au patient. C'est ce qu'on verra dans une troisième partie. Alors, en fait, il y a des questions métaphysiques derrière le traitement, derrière la maladie. Et cette question, l'humanité, dès qu'elle a eu conscience de sa propre mort, ne s'est pas empêchée de poser ces questions sur comment empêcher la mort et comment soulager la souffrance associée à la mort. Et donc, les réponses ont varié au cours du temps, de même que les causes de la mort qui ont varié au cours du temps, depuis les premières sociétés d'hommes, de chasseurs-cueilleurs, où en fait les causes de la mort étaient essentiellement dues à des accidents ou des prédations par le tigre à dents de sabre que vous alliez chasser. Et puis si la chasse n'était pas bonne, il y avait aussi les famines et les pénuries associées à une mauvaise chasse ou une mauvaise récolte. Et puis la révolution du néolithique a fait que les gens se sont sédentarisés et ont commencé à cultiver localement des légumes et des fruits, et ce qui leur a permis de se développer. Les sociétés humaines ont cru, et avec la densification associée à cette sédentarisation, les maladies infectieuses ont sans doute joué un rôle beaucoup plus grand. Alors, les premiers cas de tuberculose ont été rapportés moins 3000 avant notre ère. Il y a eu la lèpre, la syphilis, la peste au Moyen-Âge, etc., etc. Et dans nos sociétés modernes, il y a de plus en plus de citadins, donc une densification encore plus grande avec des grandes villes et des mégalopoles, mais les maladies infectieuses, dans une large mesure, ont été contrôlées, notamment grâce aux antibiotiques après la Seconde Guerre mondiale. Et donc maintenant, le trio de tête des grandes maladies tueuses sont des maladies liées à l'âge, telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer ou les maladies neurodégénératives. Et ça, même en période de Covid, avec notre pandémie, ça reste le tiercé gagnant, malheureusement. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ces changements de mode de vie ont été accompagnés d'un accroissement de la population absolument fantastique. Donc là, vous voyez ce graphe qui s'arrête en 2000 après Jésus-Christ, on était 6 milliards. En 2020, on est plus proche des 8 milliards. Et vous voyez que même la grande peste du Moyen-Âge, autour des années 1300, 1400, 1500, ne sont qu'une petite encoche dans cet accroissement de la population mondiale. Donc, c'est surtout les conditions de vie qui ont fait qu'on a pu être plus nombreux, et notamment nos nombreux esclaves énergétiques qui nous permettent de cultiver des terres à très haut rendement. Alors, si on regarde le taux de mortalité en fonction de l'âge, sans surprise, on voit que la mortalité explose à partir d'un âge avancé, peut-être 70 ans, 75 ans, ça dépend où vous mettez la limite. Ceci dit, la courbe n'est pas que plate. Au début de la vie, notamment avant 1 an d'âge, il y a toujours une mortalité infantile qui est importante. Ce sont des données des États-Unis en 2007, où même dans nos sociétés développées, on voit qu'avant l'âge de 1 an, il y a une surmortalité des nouveau-nés. Il y a des choses qu'on ne comprend toujours pas très bien, telles que la mort subite du nourrisson. Et les choses vont beaucoup mieux une fois que cette barrière d'1 an est passée. Ça remonte aussi, si on fait un grossissement, là vous voyez la courbe est quasiment plate, mais en fait avec l'adolescence, il y a notamment chez les jeunes garçons des conduites à risque qui expliquent un certain nombre de morts prématurées. Alors évidemment, est-ce qu'on peut se satisfaire de cette situation? Non, on doit toujours faire mieux. Cette citation de Voltaire, savoureuse, pourrait s'appliquer de nos jours. Je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui souscriraient. Les médecins administrent des médicaments dont ils savent très peu à des malades dont ils savent moins pour guérir des maladies dont ils ne savent rien. Et malgré tout, les progrès de la médecine sont là et l'espérance de vie a considérablement augmenté, en tout cas au XXe siècle. Donc là, vous avez
les taux de mortalité infantile pour les États-Unis, vous voyez dans la période 1960-2008, et vous voyez cette décroissance à peu près constante. On a l'air peut-être d'atteindre un plateau maintenant. Et puis là, un taux de mortalité entre 1900 et 2000-2010, où on voit aussi excusez-moi, une décroissance continue de ce taux de mortalité. Alors, ce sont ces taux de mortalité décroissants qui expliquent l'espérance de vie à la naissance qui a augmenté terriblement entre le tournant des années 1900 et le 21e siècle, où vous voyez, là, pour les données américaines, qu'il y a de manière continue, presque linéaire, un accroissement de l'espérance de vie entre 45 et 50 ans au début jusqu'à quasiment 80 ans maintenant, avec quelques accidents tels que la guerre de 14. Et en France, cet accident serait sans doute encore plus prononcé. Et donc, ce n'est pas une surprise si maintenant, ce sont des maladies qu'on appelle liées à l'âge, qui apparaissent aux âges les plus avancés, qui sont les plus grandes tueuses de nos sociétés. Et ces maladies liées à l'âge posent de nouveaux défis pour la médecine, et c'est largement le sujet de cours que je vais faire et que je vais proposer. Donc, un des pères fondateurs de la médecine, vous savez, c'est autour des années 400 avant Jésus-Christ, c'est Hippocrate. C'est le premier qui nous explique que si on souffre, ce n'est pas parce que les dieux se vengent, mais parce qu'on est malade. Et donc, il y a quelque chose à faire. Et empiriquement, il a validé des usages qui devaient même le précéder, tels que des décoctions de plantes, et il utilisait, on le sait, l'écorce de saule pour soulager les douleurs, l'écorce de saule contenant l'aspirine, comme vous le savez. Il avait fait toute une théorie qui s'appelle la théorie des humeurs, qui associait les différents liquides du corps, le sang, la bile, noire ou jaune, le flegme, à des propriétés physiques, donc à des grands éléments tels que l'air, le feu, la terre et l'eau, et puis à des propriétés physiques, le chaud, le sec, l'humide, le froid. Alors c'est une théorie qui est complètement obsolète évidemment, et qui ne s'enseigne plus, mais ce qui est piquant de constater, c'est que c'est toujours, excusez-moi, c'est toujours des expressions qui sont restées dans notre vocabulaire courant. On dit que quelqu'un se fait de la bile quand il est anxieux, qu'il a un caractère sanguin quand il est irritable et qu'il se met en colère facilement, ou au contraire qu'une personne est flegmatique. Donc c'est toujours le serment d'Hippocrate qu'il avait rédigé, que les médecins modernes commencent leur activité, ils promettent de soigner les patients, de leur soulager les souffrances, les douleurs, et de proposer ces traitements même aux indigents, au mieux de leur connaissance et au mieux de leur bonne pratique. Un autre aspect du serment d'Hippocrate, c'est la relation particulière qui va lier son patient, qui va lier le médecin à son patient. Donc, un autre grand fondateur de la thérapeutique, c'est Galien. Donc là, on est après Jésus-Christ. En fait, il a recensé les médicaments actifs et vous savez, c'est le patron des pharmaciens. Donc, il y a des mots qui dérivent. La galénique, qui est l'art de mettre en comprimé une substance active, par exemple, vient du nom Galien. Alors, Galien, ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, c'était le chirurgien des gladiateurs. Donc, il a pu constater à l'occasion des blessures comment fonctionnait le corps humain quand des personnes étaient encore vivantes. Et donc, il a pris beaucoup de connaissances en disséquant des animaux, vivants ou morts, j'imagine. Et le troisième que j'ai choisi d'illustrer pour ce cours-là, c'est Claude Bernard. Alors, pourquoi Claude Bernard? Là, c'est un grand saut dans le temps, et peut-être que Claude Bernard est de manière moins évidente un des pères fondateurs de la médecine. Cependant, c'était une figure extrêmement importante, puisque c'est un des inventeurs de la physiologie. Il est à l'origine de concepts tels que le milieu intérieur et l'homéostasie, c'est-à-dire la constance des paramètres de ce milieu intérieur, et tous les mécanismes qui font qu'on va avoir tendance à revenir à la constance de ces paramètres. Et c'est un des pères de la médecine expérimentale. Alors, il a fait beaucoup de transfusions, par exemple,
Il a transfusé le sang d'un chien stressé sur un chien non stressé. Alors, il faudra m'expliquer comment il a réussi ce tour de force à ne pas stresser un chien tout en le transfusant. Mais enfin, il s'est aperçu que la propriété, l'hormone du stress, l'adrénaline, transmettait le stress au chien transfusé. Et donc, avec des paramètres objectifs observables tels que la fréquence des battements cardiaques. Et donc, Claude Bernard est à l'origine de la notion d'hormone. Et de l'hormone au médicament, on va voir, il n'y a qu'un pas. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement significatif pour ce cours-là. Il vivait aussi, ce qu'il faut voir, c'est que la deuxième partie du 19e et tout le 20e siècle, c'est l'essor de la pharmacologie qui a accompagné l'essor de la chimie de synthèse, la chimie organique et la chimie analytique. Et donc, ce sera l'étude de toutes les substances actives sur l'organisme. Donc, la médecine ne les a pas attendus et en fait, même Hippocrate était le détenteur de savoirs ancestraux et une des questions qui se posait et qui se pose encore de nos jours, c'est y a-t-il des choses réelles qu'on peut objectiver, qu'on peut manipuler dans ces savoirs ancestraux? Et comment convertir ces savoirs ancestraux en médicaments modernes? Alors, des exemples, il y en a plein. Il y a notamment l'écorce de l'arbuste quinquina qui contient la quinine, qui a des propriétés antipaludéennes connues dès le XVIIe siècle. Alors, la molécule elle-même, la substance active a été identifiée en 1854, donc longtemps après, évidemment. Un autre exemple, c'est la morphine, avec ses multiples dérivés tels que l'opium, mais aussi toutes ces drogues de synthèse, l'héroïne et d'autres drogues qui sont connues depuis 3000 ans avant Jésus-Christ par les Sumériens. Donc, c'est un extrait de cette plante, ça vient du latex du Papaver somniferum qui contient la morphine, donc une drogue qui calme et qui endort. Son nom vient de morphée. Alors, si la morphine a été purifiée en 1806, sa structure chimique, qui est donc un peu complexe, a été identifiée en 1925 et a été synthétisée pour la première fois en 1952. D'accord ? Donc, il y a toujours un décalage dans le temps entre ces trois. Évidemment, maintenant, ça va de plus en plus vite, mais entre la purification de la substance active, l'identification de la structure et la synthèse. Alors, un autre grand géant, c'est Paul Ehrlich, un médecin prussien qui est responsable du premier médicament de synthèse efficace contre une maladie, contre la syphilis. Il va utiliser un dérivé de l'arsenic et en fait une molécule complexe qui contient de l'arsenic. Et en fait, il est l'inventeur, le promoteur d'une notion extrêmement importante, qui est la notion de cible. Une drogue, pour qu'elle agisse, alors j'utilise le mot drogue au sens anglais, de la molécule bioactive, ça va m'échapper un certain nombre de fois. Donc une drogue, pas au sens de drogue qui fait plaisir, une drogue qui est juste agissante. Une drogue, pour agir, doit se fixer dans un tissu cible sur la molécule cible à laquelle elle se fixe. Et donc, c'est la notion de récepteur. Les substances n'agissent pas si elles ne se fixent pas. Donc, l'aspirine, utilisée déjà par Hippocrate, qui a de multiples activités. L'aspirine, c'est l'acide acétylsalicylique qui combat la douleur, combat la fièvre antipyrétique, combat l'inflammation et combat la coagulation. Première purification en 1835, commercialisation au tournant du XXe siècle. Et là, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, on a compris comment agissait cette molécule-là en identifiant la cible seulement en 1976. Donc, vous voyez l'écart de temps qu'il a fallu pour comprendre comment un médicament agissait. Donc, c'est une chose de reconnaître ses effets et de l'utiliser, et c'en est une autre de savoir comment ça agit moléculairement. Alors, un grand tournant a été l'invention des antibiotiques, la pénicilline, par Alexander Fleming, qu'il a trouvé par hasard. En cultivant des staphylocoques sur des boîtes de pétri, il a eu une contamination par un champignon, Penicillium. Et ce qu'il a observé, c'est que autour du champignon, la bactérie ne se développait pas. Ce qu'il a su interpréter comme étant une sécrétion d'une substance par le champignon qui empêchait le développement des staphylocoques. Et donc, comme vous savez, ça a été à l'origine de la découverte d'énormément d'antibiotiques, puisque les antibiotiques
ne proviennent pas uniquement de la synthèse chimique par les hommes, mais sont essentiellement l'utilisation d'armes biologiques utilisées par les micro-organismes entre eux. Micro-organismes qui se battent pour coloniser la même niche écologique. Et donc, quand ils trouvent un moyen d'empêcher la croissance des autres sans altérer leur propre croissance, c'est un antibiotique. Et c'est très utile, on peut l'utiliser nous-mêmes. Donc, après ces quelques exemples de médicaments, comment on identifie de nouvelles molécules bioactives? Donc, la première question, c'est où trouve-t-on les molécules bioactives? On va les trouver dans des bibliothèques de composés chimiques qu'on appelle des chimiothèques. Les grandes industries pharmaceutiques, évidemment, en ont de très, très grandes, à plusieurs millions de composés. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est loin d'être facile d'établir et de garder des chimiothèques. Notamment, il faut que les composés soient gardés sous une forme stable. Donc, en général, c'est lyophilisé, à l'abri des réactions dans l'eau. Et en fait, si la molécule de la chimiothèque, si les molécules contenues dans la chimiothèque se dégradent, en fait, vous prenez le risque dans le crible de la chimiothèque, qu'on va voir un peu plus tard, de ne pas avoir identifié la substance active qui est celle que vous avez mise dans le puits, celle que vous avez gardée, mais d'identifier en fait l'effet d'un produit de dégradation qui se sera accumulé au cours du temps. Et ça, c'est extrêmement difficile. Donc, les chimiothèques, il y en a de différents types. Il y a d'abord des extractothèques, où en fait, vous n'allez pas garder des molécules chimiquement pures, mais des extraits de plantes, par exemple, qui ont été collectés au cours de voyages, où justement, on va essayer de se focaliser particulièrement sur les plantes qui sont utilisées dans la médecine traditionnelle. Et on a trouvé beaucoup de choses comme ça. Et c'est une activité de chercheurs voyageurs, par exemple de l'Institut de chimie des substances naturelles, du CNRS à Gif-sur-Yvette, qui est devenu assez célèbre pour ça, et pour d'autres raisons. Et donc, c'est une raison de plus de préserver la biodiversité, c'est qu'en fait, les plantes en particulier n'ont pas fini de nous donner des médicaments. Alors, ces médicaments qu'on peut extraire d'organismes, de plantes, on peut les modifier dans un deuxième temps. C'est ce qu'on appelle l'hémisynthèse. Ce n'est pas une synthèse complète, c'est une hémisynthèse parce qu'on va partir d'une molécule complexe pour la dériver. Et ça, on va voir sur cette diapo l'intérêt que ça a. En fait, on avait identifié dans le livre du Pacifique, des chercheurs américains avaient identifié le Taxol, qui était une molécule avec des propriétés anticancéreuses. Et bien, pour valider cette activité dans des essais cliniques, il a fallu abattre plus de 12 000 arbres parce que la molécule n'est pas extrêmement concentrée. Et donc, pour l'extraire à partir des arbres, il fallait beaucoup d'arbres. Ce qui a été fait à Gif-sur-Yvette, en particulier dans cet institut de chimie des substances naturelles, c'est de partir d'une espèce différente, l'IF européen, qui contenait beaucoup plus ce précurseur du Taxol. Et donc, cette molécule organique complexe, on trouve souvent des molécules organiques complexes dans les organismes. Ensuite, vous pouviez, par quelques réactions chimiques, soit reconstituer le Taxol dont la structure avait été identifiée et qui avait cette activité, qui avait été mise en évidence à partir de la molécule naturelle extraite de l'IF du Pacifique. Et aussi, on a pu la modifier de manière différente pour faire cette molécule qui ressemble en tout point jusque-là. La différence, en fait, elle est là, dans ce groupement chimique-là. Et donc, ça, c'est le taxotère, un dérivé qui a été breveté par l'Institut de chimie des substances naturelles et qui a fait sa richesse pendant un certain nombre d'années. Donc, ça, c'est assez classique de dériver un squelette qu'on va appeler le pharmacophore sur différentes régions avec des résidus différents. Et là, je vous ai montré l'exemple des acides aryl carboxyliques qui sont des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Vous voyez, c'est les positions R1, R2, R3 qui varient suivant ces molécules et donc les compagnies pharmaceutiques qui les proposent. Et donc, on a appelé ça des MeToo parce qu'une fois que la première molécule qui a un effet intéressant a été rapportée, brevetée, en fait, on peut essayer de trouver d'autres molécules dérivées qui ont des activités similaires. Et l'industrie pharmaceutique ne s'en prive pas, et c'est logique, c'est très bien.
Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça c'est vraiment de la chimie, mais en fait, les chimiothèques souvent sont construites autour d'un certain nombre de squelettes. Donc là, vous avez un simple lien peptidique, mais vous avez donc 3 positions qui peuvent adopter différentes natures chimiques. Et donc, suivant que vous mettez à la position rouge un carré, un triangle, et puis que vous variez les autres positions, vous voyez que vous augmentez énormément le nombre de molécules obtenues, contenues dans la chimiothèque. Donc, c'est une approche par briques élémentaires qui permet de diversifier une molécule de départ. Et en fait, la difficulté est de diversifier, mais de diversifier tout en purifiant après pour ne pas tester les mélanges. Le plus simple, c'est évidemment si chaque puits d'une chimiothèque contient une molécule unique. Alors, il y a une chimiothèque qui est extrêmement utilisée. C'est une petite chimiothèque de juste 1000-2000 composés qui contient les médicaments de la pharmacopée moderne. Donc, ça peut être ceux approuvés par la FDA, la Food and Drug Administration, qui est l'organisation américaine, ou l'équivalent européen, l'EMA, European Medicines Agency. Alors en fait, ce qu'on s'aperçoit quand on étudie spécifiquement ces composés qui sont utilisés dans la pharmacopée, c'est Lipinski qui a fait ça, c'est de dériver un certain nombre de règles. La plupart, on parle de règles des 5 parce que c'est essentiellement, il y a des 5 partout, sauf là où c'est 10, mais c'est 2 fois 5. Donc ces molécules sont assez petites, elles ont une masse moléculaire inférieure à 500 grammes par mol. Elles n'ont pas plus de 5 donneurs de liaison hydrogène, pas plus de 10 accepteurs de liaison hydrogène, et une partition octanol-O, ce qui en gros va indiquer l'hydrophobicité. Donc, est-ce que c'est des molécules qui sont capables de passer les membranes biologiques ou pas? Voilà, log P inférieur à 5, bon, sont des critères. Et donc, ces règles, elles ont joué un rôle important parce qu'elles ont dit à l'industrie et au Big Pharma, elles ont dit, voilà, si vous cherchez dans cette zone-là, vous avez plus de chances de trouver des molécules qui vont devenir des médicaments. Donc, c'est l'idée, là, de chercher dans les médicaments préexistants éventuellement de nouvelles activités. Alors maintenant, on va passer à la deuxième étape qui est, vous avez une chimiothèque, il s'agit de la cribler. Alors, comment on va la cribler? Sur des patients, sur des animaux, sur des cellules ou sur des protéines purifiées. Bon, ben, tout est possible, mais tout pose un certain nombre de problèmes. Cribler plein de molécules sur des patients, vous voyez que ce n'est pas possible. Et en plus, si vous n'avez pas la connaissance ferme que c'est une substance qui va apporter un bénéfice aux patients, il y a un problème éthique. Et puis, ben, même sur des animaux, on ne peut pas tester un grand nombre de molécules. Et puis, même sur des animaux, vous avez un modèle animal d'une maladie, mais est-ce que c'est un bon modèle? Est-ce qu'il est pertinent d'un point de vue physiologique ou pas? Donc, en fait, la plupart du temps, on va cribler sur des cellules en culture ou sur des protéines purifiées. Ce qui a des contraintes différentes, parce que si vous criblez sur des protéines purifiées, c'est donc que vous connaissez la cible protéique que vous voulez cibler. Et sur des cellules, ben, il faut savoir quoi chercher. Et ensuite, il faudra identifier la cible au sein de la cellule. Donc, les instruments du crible, c'est les puits de plaques multipuits. Donc, il y a les 96 puits quand les choses sont faites relativement manuellement et 384 puits quand c'est fait par des robots, 4 fois plus. Donc, manuellement, on peut utiliser des pipettes multicanaux pour dispenser les différentes molécules, soit aux cellules, soit à la protéine cible qui sera contenue dans ces puits. Et puis, à partir de 384, on se perd dans tous les trous. Et donc, c'est évidemment fait par des robots qui dispensent les liquides contenant les éventuelles drogues, etc. Alors, évidemment, ces réactions, vous allez les faire grâce au robot, mais il faudra une lecture, ce qu'on appelle en anglais un readout. Le readout, ça peut être une mesure spectroscopique, spectrométrique, de la fluorimétrie ou de la microscopie. Alors, les deux options sont soit de cribler la chimiothèque sur une protéine purifiée. L'avantage, c'est que vous connaissez la cible, c'est vous qui l'avez choisie. Le désavantage, c'est qu'une fois que vous aurez trouvé des composés qui inhibent cette protéine, vous ne savez pas si elles vont marcher. Par exemple, si la cible est à l'intérieur de la cellule, il faut que le composé soit suffisamment hydrophobe pour passer les membranes biologiques. Donc, on prend un risque dans ce cas-là.
Néanmoins, c'est ce qui est très utilisé par l'industrie pharmaceutique et on parle de high throughput screening ou crible haut débit. Donc, j'ai parlé du readout déjà. Et en fait, ce n'est pas simple. Il n'y a que sur les enzymes qu'il y a une activité facile à mettre en évidence. Donc, on va en reparler, mais il y a une classe d'enzymes qui s'appelle les kinases, les protéines kinases, qui sont des enzymes qui phosphorylent, donc qui groupent, qui conjuguent les protéines avec des groupements phosphates, qui sont très importantes pour transmettre de l'information dans des voies de signalisation. Et il y en a environ 600 dans le génome humain. Donc, vous avez entre 20 et 25 000 gènes dans le génome humain et des inhibiteurs de kinases. Des kinases, il y en a 600 et en fait, on sait inhiber les 600. Alors, on ne sait pas toutes les inhiber avec des inhibiteurs à spécificité parfaite, absolument spécifique d'une kinase, mais on sait toutes les inhiber. Donc, comment on va faire un crible? Typiquement, vous utilisez votre robot, votre plaque 96 puits, et là, sur cet exemple que j'ai choisi, on va chercher des inhibiteurs de la contractilité des filaments d'actine par le moteur moléculaire myosine. C'est ce qui permet notamment la contraction musculaire. D'accord? Et donc, cette réaction, elle consomme de l'ATP, et c'est l'ATP qui est le cofacteur, donc la monnaie énergétique de la cellule, cette petite molécule qui est un nucléotide, que vous allez mesurer. En fait, vous allez le mesurer avec une autre enzyme qui s'appelle la luciférase. La luciférase, elle porte la lumière comme Lucifer. Et donc, en présence de son substrat qui s'appelle la luciférine, cette enzyme va consommer de l'ATP et délivrer de la lumière qui peut être lue dans un lecteur de plaques. Donc là, vous voyez qu'on a mis de l'actine et de la myosine dans tous les puits, et puis on a testé des composés différents. Dans tous les puits où vous avez émission de lumière, ça veut dire que vous avez un inhibiteur qui peut marcher de la contractilité des filaments d'actine grâce à la myosine. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, vous avez inhibé la consommation d'ATP par actine-myosine, et donc il reste de l'ATP disponible pour la luciférase pour émettre de la lumière. Alors, la deuxième option, c'est cribler la chimiothèque sur des cellules. Alors, l'avantage, c'est que là, cette fois-ci, vous savez que ça va marcher dans les cellules, puisque vous criblez directement à l'échelle des cellules. Le problème, et on va voir que c'est loin d'être simple, c'est d'identifier la cible des drogues que vous allez isoler comme ça. Et donc, soit vous faites un crible phénotypique sur des lignées rapportrices, donc par exemple une lignée qui va répondre à l'activation d'une voie de signalisation par l'expression de la luciférase, qu'on sait mesurer, soit un criblage complètement phénotypique sur la forme des cellules, leur taille, leur prolifération, que sais-je, qui va se faire par microscopie. Et dans ce cas-là, on parle de high content screening. Donc, il y avait high throughput screening sur des protéines purifiées et high content screening, parce qu'il y a beaucoup de choses à extraire d'images de microscopie quand vous faites un criblage phénotypique sur des cellules en culture. Alors, un exemple, c'est l'isolation du monastrol. Monastrol, c'est monoaster, donc il y a là un fuseau mitotique avec des microtubules qui s'associent au chromosome et qui va séparer, le fuseau mitotique va séparer les chromosomes au moment de la mitose. Et pour ça, ça se fait grâce à la duplication des centres organisateurs des microtubules, leur duplication et leur séparation. Et vous voyez que s'il y a soit pas duplication, soit pas séparation, il n'y a qu'un seul aster, et donc vous avez les chromosomes organisés en couronne autour de cet aster unique. Et ça, évidemment, la cellule peut le détecter, que ce n'est pas un fuseau mitotique normal, et la cellule ne résout pas la mitose, ne finit pas la mitose, et donc vous avez un blocage en mitose. Alors là, c'est un marquage des puits avec des anticorps qui reconnaissent la nucléoline phosphorylée, donc phosphorylée par une kinase, spécifiquement au moment de la mitose. Là, on a une réaction très noire. Donc là, clairement, il y a un composé qui a bloqué la mitose des cellules. Ça pourrait être la monastrol. D'accord? Donc, maintenant qu'on a vu les deux grands types de cribles sur les cellules, cribles sur les protéines purifiées, on va voir l'identification de la cible qui ne s'applique vraiment que quand vous avez criblé sur les cellules. Et c'est souvent plus dur que le crible lui-même. Alors, pour identifier la cible, vous allez utiliser deux propriétés essentielles. La première, toute simple, c'est que la drogue se lie à la protéine cible, par définition. La deuxième propriété, c'est que la quantité de protéine cible va déterminer le phénotype. Si vous faites agir une dose limitée de drogue, le phénotype
apparaît, vous choisissez cette drogue pour que le phénotype soit visible. Si maintenant vous augmentez la quantité de protéines cibles, il y aura toujours de la protéine qui ne sera pas inactivée et donc qui continuera à remplir sa fonction. Donc si vous surexprimez cette protéine, vous pouvez l'identifier et donc identifier la cible. Alors ça, d'expérience, c'est un peu compliqué à suivre. Je vais essayer d'aller lentement. On peut identifier la cible sur la base de l'affinité avec la drogue. Alors, la drogue, c'est la petite molécule, là, le point rouge. Vous l'avez à l'état libre et puis vous allez la conjuguer à une résine inerte. D'accord ? Et donc, vous allez passer sur cette colonne d'affinité un extrait cellulaire qui contient toutes les protéines de la cellule. Ensuite, vous allez laver l'excès de protéines. Donc, il ne va rester sur la colonne que les protéines qui ont de l'affinité pour la petite molécule ou pour la résine. Et pour essayer de détacher spécifiquement la cible, vous allez utiliser un excès de la petite molécule sous sa forme libre. Et là, vous allez normalement détacher essentiellement la cible protéique de la petite molécule. Alors, tout n'est pas aussi simple que ça. Il peut y avoir des protéines qui ont une affinité relativement peu spécifique qui vont être retenues par la méthode. Et puis, surtout, il peut exister des protéines qui se lient à la drogue, mais qui ne sont pas la protéine responsable du phénotype et de l'effet thérapeutique. Donc, en fait, souvent, on va valider avec la deuxième propriété, qui est que soit la déplétion de la cible par interférence à l'ARN ou par knockout doit donner le même phénotype que la drogue, soit que la surexpression de la cible, alors pour ça on va utiliser l'ADN complémentaire qu'on va surexprimer grâce à un vecteur, doit empêcher l'effet de la drogue, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques diapos. Donc par exemple, si vous avez une drogue qui bloque la prolifération cellulaire, donc ça c'est utile pour traiter les cancers, vous pouvez utiliser une banque, c'est-à-dire une bibliothèque de tous les ADN complémentaires exprimés par ce type cellulaire-là. Vous allez infecter les cellules avec un antivirus comme en thérapie génique. Et en fait, les cellules qui poussent sont celles qui ont reçu la cible, puisque vous allez diluer l'effet de la drogue. Et donc, on parle de sélection positive. Tout ce qui ne vous intéresse pas ne pousse pas, et ce qui vous intéresse pousse. Ça tombe bien, donc c'est des cribles relativement faciles dans ce cas-là. Et c'est une manière de trouver la cible, ou de valider quelque chose qui s'est lié sur une chromatode d'affinité dans un premier temps. Alors, une autre manière de trouver des drogues et de connaître la cible, c'est de faire ce qu'on appelle un crible computationnel. Alors, on utilise en français le terme anglais qui est Rational Drug Design. Pour ça, ça veut dire que vous utilisez la structure tridimensionnelle de la cible pour trouver une drogue. Donc, soit vous avez une première drogue et cette structure va vous permettre d'optimiser la drogue, soit vous n'en connaissez aucune et donc vous faites un design ab initio. Évidemment, c'est plus dur ab initio. Alors, un exemple d'une drogue qui a été trouvée de manière ab initio, comme ça, c'est l'imatinib, qui traite le cancer du sang, leucémie myéloïde chronique, qui est causé par une translocation chromosomique qui génère une protéine de fusion qui sont normalement codées par deux gènes différents, BCR et Abl kinase. La kinase phosphoryle et BCR en fait, va induire la dimérisation d'Abl et donc va l'activer en permanence. Et donc l'imatinib, c'est ce composé en rouge là, qui a l'air d'occuper un espace qui est une cavité définie par la structure tridimensionnelle de la protéine. Et donc, en fait, cette cavité sur les kinases, c'est toujours la même, c'est le site actif de l'enzyme qui va phosphoryler les substrats, mais pour chaque enzyme, elle est un peu différente. Et donc, vous allez essayer de designer un composé qui va bien occuper cette cavité, et pour bien l'occuper de manière stable, qui doit interagir avec les résidus, c'est-à-dire les acides aminés qui sont présentés à la surface de la cavité. D'accord ? Et donc, on peut optimiser ça en cristallisant le composé chimique que vous avez synthétisé avec la protéine. Et dans ce cas-là, le co-cristal vous donnera le détail des interactions de la petite molécule avec les différents acides aminés. Et là-dessus, vous pouvez essayer de modifier encore la molécule pour faire encore plus d'interactions pour augmenter son affinité. Donc, il y a systématiquement des optimisations par aller-retour entre les tests expérimentaux et le Rational Drug Design.
Une fois que la première prédiction ab initio a été faite, on raffine, jusqu'à avoir une molécule de très forte affinité. Et donc, une drogue, la manière dont ça se passe, on interprète ça dans le cadre du modèle clé-serrure. Une enzyme, c'est une enzyme qui est capable d'accommoder un substrat spécifiquement à cause d'une complémentarité spatiale dans son site actif. Et le site actif va isoler en fait la réaction qui va être promue par l'enzyme, qui va être catalysée par l'enzyme, du reste du solvant aqueux qui entoure le substrat et l'enzyme. Et en faisant ça, la réaction se passe. Donc, c'est le modèle clé-serrure. Et en fait, la petite molécule va essayer d'occuper la place du site actif et donc d'empêcher le substrat d'interagir avec le site actif. C'est comme ça qu'elle inactive la plupart des enzymes. Donc, le dernier dérivé dont je voulais parler, c'est le fragment-based drug design, où en fait, vous allez identifier des petites cavités à la surface de la molécule que vous cherchez à inhiber. Et en fait, chacune des cavités peut être fitée, peut être occupée par des composés chimiques que vous allez déterminer. Et en fait, si on marche par fragments, ça veut dire que si on relie chacun de ces composés, évidemment, vous aurez un composé de beaucoup plus grande affinité que chacune de ces briques élémentaires. Et donc, comme ça, à partir d'un composé, on va essayer d'occuper la cavité adjacente. D'accord ? Donc, en fait, voilà comment on va identifier les molécules bioactives. Et ça, c'est la méthode rationnelle qu'on utilise le plus fréquemment maintenant de nos jours. Mais si ça vous donne d'excellentes molécules bioactives, il y a encore un long chemin avant que ce soit un médicament. Alors, ce long chemin, c'est évidemment étudier comment la molécule se comporte dans le corps humain. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pharmacocinétique, qui est composé de ces paramètres-là, absorption, distribution, métabolisme, élimination. Et puis aussi sa capacité à interagir avec la cible dans la cellule. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pharmacodynamique. Avec quelle vitesse la drogue va rentrer, avec quelle vitesse elle va ressortir, quel effet elle va avoir sur l'expression de gènes cibles, ou quel type de réponse adaptative la cellule va-t-elle mettre en place. Donc les paramètres ADME, en général, l'absorption se fait au niveau de l'intestin, mais pour arriver à l'intestin, il faut franchir l'estomac. Et l'estomac est extrêmement acide, avec un pH de 2, 2,5. Et donc ça peut endommager beaucoup de molécules qui marcheraient sinon. Donc il y a moyen, par la galénique, par le comprimé, de faire des comprimés justement qui vont résister à l'attaque acide et qui vont libérer les composés que dans l'intestin après avoir franchi l'estomac. Il faut que la molécule se distribue, il faut qu'elle arrive au compartiment sanguin, et il faut qu'elle soit distribuée par le sang. Donc, il y a la barrière intestinale à franchir. Et puis, dans le cas des drogues qui vont agir sur le cerveau, en fait, Mère Nature nous a protégé le cerveau avec des capillaires sanguins qui sont beaucoup plus imperméables que les autres capillaires sanguins. C'est ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Donc, en gros, il y a beaucoup de molécules qui marchent sur leur site purifié sur des cellules en culture, qui peuvent ne pas marcher si leur tissu cible, c'est le cerveau, parce qu'elles ne franchissent pas la barrière hémato-encéphalique. Alors, c'est le foie qui détoxifie les molécules toxiques. Et ça, c'est une fonction naturelle. Sans doute que les premiers hommes, en cueillant des baies toxiques, utilisaient déjà leur foie pour détoxifier ces toxines. Mais c'est aussi ce que le foie va faire pour les médicaments modernes, issus de la synthèse chimique. Et parfois même, c'est grâce à l'activité du foie qu'on révèle une activité, y compris une activité thérapeutique. En fait, ce que vous allez consommer, c'est un précurseur qui doit être digéré par les réactions enzymatiques du foie pour libérer la molécule véritablement active. Puis enfin, l'élimination, en général, ça se fait dans l'urine, mais ça peut être aussi dans les selles, par la transpiration, l'air expiré, voire le lait maternel, ce qui peut poser des problèmes pour le nouveau-né qui est nourri au sein. Donc, on va parler de fenêtre thérapeutique. La fenêtre thérapeutique, c'est la concentration qui va séparer la concentration où la molécule est efficace de la concentration où elle devient toxique. Et en fait, suivant le mode d'administration, on voit que si vous administrez directement la molécule dans les veines, évidemment, il n'y a pas toutes les barrières à franchir.
Et donc, il y a une concentration directement utilisable qui est très élevée. Mais vous voyez que ça pique et ça redescend tout de suite parce qu'en fait, le foie se met en branle, le foie filtre le sang et on élimine très vite ce qu'on a injecté en intraveineux. Alors, intramusculaire, c'est un peu différent, sous-cutané, c'est un peu différent. Et en fait, là où on a le moins de molécules efficaces, c'est par voie orale, essentiellement à cause de l'estomac, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est Paracels, médecin du Moyen-Âge, el famoso docteur Paracelsus, qui a dit que toute substance est un poison et aucune n'est inoffensive. Donc, c'est simplement la dose qui fait qu'une substance n'est pas toxique. Et donc, vous savez que si on regarde en fonction de la concentration d'une molécule son effet, on a souvent des courbes en S qu'on cherche à évaluer l'effet thérapeutique ou l'effet toxique. Et donc, très couramment, ce qui est utilisé dans ces courbes en S, c'est la concentration à laquelle on observe la moitié des effets. Donc, ça peut être la moitié des effets thérapeutiques, et donc c'est la dose efficace des 50, soit c'est des effets toxiques, et donc c'est la dose toxique 50. Et donc, cette fenêtre thérapeutique, elle est plus ou moins large selon les molécules, et on peut, par exemple, faire le ratio de TD50 sur ED50. Alors évidemment, on veut des molécules où l'effet toxique est très loin de l'effet thérapeutique. Mais dans certains cas, la différence n'est pas du tout aussi grande que ça. La fenêtre est petite. C'est le cas, par exemple, des chimiothérapies conventionnelles qui vont marcher sur la tumeur, mais qui ont plein d'effets secondaires parce qu'elles vont tuer toutes les cellules à renouvellement rapide. Et donc, c'est acceptable dans ce cas-là parce que si vous avez un cancer métastasé avec une espérance de vie très réduite, mieux vaut faire ça que de ne rien faire, mais on est conscient des risques. Donc, c'est toujours la balance bénéfice-risque que le médecin cherche à évaluer. Donc, en fait, entre une molécule bioactive et un médicament, une drogue, dans le sens anglais, il y a un phénomène d'attrition. Vous partez de 10 000 composés dans votre chimiothèque. Non, c'est même 10 000 hits, parce que ça peut être agir d'une manière ou d'une autre, de manière très indirecte, etc., ou un peu seulement, et voilà. Et en fait, sur ces 10 000, il va vous rester 340 composés au stade préclinique, donc ça, c'est sur un modèle animal de la maladie. Et puis 340, ben évidemment qu'on ne peut pas tester ça dans des tests cliniques. Donc là, on parle de hits. C'est un hit potentiel, c'est un médicament potentiel. Puis à partir de ce stade-là, on va parler de leads, d'une tête de série, qu'on va valider par au moins 3 phases chez des hommes. Alors d'abord, un petit nombre de volontaires pour, alors je décris ça diapo suivante, un petit nombre, un plus grand nombre et un encore plus grand nombre, avant de définir lequel de ces 5 composés va remporter la coupe et va devenir un médicament. Et donc, il y a tout un écosystème, voire une chaîne alimentaire, en fait, parce que ça, cribler in vitro, ce n'est pas extrêmement cher. Donc, ça peut être fait par tout le monde, ça peut être fait par Big Pharma, par des startups ou par l'académique. Mais disons que l'académique a sa place et produit beaucoup de composés candidats comme ça, beaucoup de hits. En revanche, l'académique est déjà beaucoup moins représenté quand il s'agit des validations précliniques. Enfin non, elle est représentée, mais disons que c'est un stade où on peut avoir envie de monter une start-up déjà, parce qu'on a l'espoir que parmi ces composés, on en a un qui va donner un médicament efficace. Et en fait, la start-up n'a pas les reins financiers assez solides pour faire les essais cliniques qui peuvent facilement monter à des centaines de millions d'euros. Et donc, c'est Big Pharma qui s'en occupe, qui investit cet argent avec l'espoir d'avoir les retours sur investissement d'un médicament qui marche bien. Donc, les tests cliniques réalisés par Big Pharma, il y a 3 phases, puis une 4e phase, on va voir, on peut l'inclure ou pas l'inclure. La phase 1, c'est la phase d'innocuité. Évidemment, on ne veut pas un médicament qui tue avant d'avoir sauvé, avant d'avoir soigné. Donc là, on fait ça sur un tout petit nombre de volontaires, donc ce n'est pas les mêmes chiffres que sur la diapo d'avant, mais sur un petit nombre de volontaires où on va faire ce qu'on appelle une escalade de doses. On va demander aux volontaires à partir de quand ils ne se sentent pas bien, et quand ils commencent à se sentir pas bien, on dit bon, ben là, ça suffit, et voilà, et les volontaires sont payés pour ça. Et
la phase 2, c'est la première preuve d'efficacité. Donc là, vous allez avoir des malades, mais en nombre réduit. C'est juste pour voir si la molécule a véritablement l'efficacité qu'on attend d'après les modèles animaux, donc la phase préclinique. Et puis, une fois qu'on a validé cette efficacité sur un petit nombre de patients, où il y a des effets secondaires éventuellement qui peuvent apparaître, mais en fait, ils n'apparaîtront pas tous. Donc, on va augmenter l'échantillon, enfin la taille des patients traités, pour faire remonter plus d'effets secondaires. Et puis, même avec une phase 3 prononcée, en fait, vous allez continuer la vigilance sur les effets secondaires. C'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance, une fois que le médicament est mis sur le marché. Et donc, ça, c'est les médecins de ville, en général, qui font remonter l'information. Et donc voilà. Donc, il faut que la molécule soit efficace, mais aussi, on va voir, il faut qu'elle apporte un bénéfice par rapport aux molécules déjà existantes, ce qui peut être difficile dans les maladies déjà très bien explorées. Alors, les essais cliniques, les meilleurs, on dit que les meilleurs sont des études prospectives, c'est-à-dire où vous réunissez une cohorte de patients pour établir que le médicament est actif et pas des observations rétrospectives, où vous vous dites clairement quel type de patient vous avez inclus et quel type de patient vous avez exclu. Si vous prenez que des gens, par exemple, tous en bonne santé, sauf pour la maladie étudiée, bon ben, allez, si vous avez exclu tous les diabétiques, faut le dire dans l'étude. Et alors, vous allez comparer le groupe qui reçoit la molécule à un groupe contrôle qui reçoit un placebo. Donc, le placebo, ça va être la même galénique, ça va être le même comprimé. Le patient a l'impression de prendre le médicament, mais il n'en prend pas. Et donc, il y a tous les effets psychologiques, notamment, qui vont être présents, d'autant plus que les deux groupes qui reçoivent soit le placebo, soit la molécule à tester, sont randomisés, donc ils doivent avoir les mêmes paramètres global dans les deux groupes, et le médicament ou le placebo est administré en double aveugle. C'est-à-dire que ni le patient ni le médecin ne sait s'il administre le placebo ou la molécule potentiellement active, pour éviter les effets d'imposition psychologique. Et dans un cas, le médecin et le patient y croient, et dans l'autre cas, ils n'y croient pas. Voilà. Il y a même des nocebos. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un aspect éthique aux choses. On ne peut pas faire ces tests dans tous les cas. Ça veut dire admettre qu'il y a la moitié des patients qui n'auront pas de traitement. Ce qui doit se discuter, en fait, surtout s'il y a déjà un traitement existant. Auquel cas, vous voulez peut-être comparer à la molécule de référence déjà. Et il faut savoir qu'il y a un stress quand vous faites partie de ces études-là. Vous pouvez vous dire, si je fais partie du groupe contrôle, je n'ai juste pas de traitement. Alors en fait, on donne même des placebos qui ne sont pas neutres, qui ne sont pas juste le comprimé sans rien, mais on donne des nocebos. On donne des nocebos qui donnent des petits effets secondaires. On a une petite tachycardie, enfin un truc pas grave, mais qu'on ressent, pour se dire, ah ouf, ça va, je suis bien traité. Je suis bien traité par un médicament qui peut prendre en charge ma pathologie. Alors, ces essais cliniques en double aveugle randomisés s'opposent à des tas d'autres manières de savoir ce qui se passe, notamment les études épidémiologiques rétrospectives ou les études de cas. Les études de cas, c'est tous les médecins qui voient un patient en particulier qui disent « Ah tiens, c'était intéressant, il avait ceci, il avait tel tableau, je lui ai prescrit ça et il s'est passé ça. » Et autant que mon expérience serve aux autres, donc il y a des petites publications sur une personne, sur un patient, mais qui rapportent très précisément ce qui s'est passé et comment ça s'est déroulé. Alors, les études épidémiologiques rétrospectives, je ne sais pas. Par exemple, il y a le cas de l'hydroxychloroquine, qui est un médicament déjà donné pour le paludisme en Afrique. Donc, vous savez qu'il y a bien moins de cas de Covid en Afrique qu'en Europe. Est-ce que c'est dû au fait que l'hydroxychloroquine a été donnée? Donc, vous allez essayer de corréler comme ça le niveau de prescription de l'hydroxychloroquine, pays par pays, région par région, village par village, ou patient par patient, c'est encore mieux. Mais c'est une étude rétrospective pour savoir qui a reçu, quelle est la proportion de gens qui ont reçu l'hydroxychloroquine et qui ont fait le Covid. Voilà.
Donc ça, c'est des études rétrospectives qui peuvent être très utiles, qui peuvent mettre sur des voies, qui constituent une sorte de validation aussi, si ce schéma-là n'est pas appliqué, et qui, d'un point de vue éthique, ne pose pas de problème non plus. Donc, ces études en double aveugle ne sont pas possibles. Par exemple, dans le cas des chirurgies, par exemple, dans le cas des régimes. Les personnes qui suivent un régime, elles savent si elles suivent le régime ou pas. Voilà. Donc, il y a plein d'exemples comme ça. Et alors, si les études cliniques sont faites par l'industrie pharmaceutique quand il y a l'espoir de tirer un bénéfice de l'exploitation commerciale de la molécule, il y a des tas de choses qu'on veut évaluer scientifiquement, des pratiques thérapeutiques où il n'y a pas l'espoir de générer des bénéfices. Mais quand même, il faut savoir. Et donc, pour ça, il y a des structures publiques ou parapubliques, c'est-à-dire de droit privé à but non lucratif, comme nos centres de lutte contre le cancer, qui vont faire des études pour savoir si, quand vous avez un cancer du sein, est-ce qu'il faut couper au plus court, proche de la tumeur, ou est-ce qu'il faut laisser une grosse marge de sécurité, par exemple. Quel est le bénéfice à attendre? Quelle est la contrepartie? Bon, tout ça, c'est des choses importantes à savoir, mais qui ne rapportent pas d'argent. Donc, c'est des structures qui ne cherchent pas à faire des bénéfices qui font ce type d'études-là. Alors, un autre aspect, c'est la stratification des patients. Alors ça, c'est extrêmement important. C'est un truc qui explose maintenant. C'est qu'en fait, une fois que la Big Pharma a dépensé des centaines de millions de dollars pour valider par des tests cliniques une molécule, la molécule, elle marche, oui, mais que chez certains patients, là, ceux qui sont en orange. Chez les bleus, il n'y a pas d'effet. Bon. Ça, c'est la plupart des cas. En fait, si vous pouvez objectivement définir la population qui a des bénéfices, grâce à un test, n'importe lequel, vous avez gagné. Vous avez stratifié les patients, vous avez séparé ceux qui répondent de ceux qui ne répondent pas. Et donc, il y a beaucoup d'études comme ça qui sont sauvées a posteriori par la définition des critères où la molécule marche. Et ça s'appelle la stratification des patients. C'est aussi la voie de la médecine personnalisée, qu'on appelle maintenant de précision, où en fait, de plus en plus, suivant qui vous êtes, vous allez recevoir un traitement ou pas. Et comme la même molécule va traiter moins de gens, l'industrie pharmaceutique en profite évidemment pour augmenter les prix et justifier des prix très élevés. Alors, l'industrie pharmaceutique, vous connaissez les Big Pharma. Les Big Pharma, c'est des données là, qui datent de 2013, mais si ça a changé, ça n'a pas dû changer énormément et dans le sens du encore plus riche sans doute. C'est des compagnies multinationales en général, bon, même si elles ont un pays d'origine. Donc vous avez beaucoup d'Américaines, beaucoup de Suisses, Sanofi qui est française. Sont des compagnies qui génèrent des chiffres d'affaires en milliards de dollars, 50 milliards de dollars, 70 milliards de dollars. Donc ça, c'est l'équivalent d'un pays moyen, du PIB d'un pays moyen. Donc c'est des compagnies qui sont extrêmement, extrêmement puissantes. Alors, elles ne vendent pas que des médicaments, elles vendent aussi des tests diagnostiques, des vaccins, etc. Et en fait, il faut voir que la plupart des gens traités par un traitement moderne ne sont pas solvables pour les acheter. Donc, ces grandes compagnies, elles ne font leurs bénéfices que parce qu'il y a des systèmes d'assurance maladie, soit gouvernementales, soit privées alternatives, soit privées qui prend en charge les dépassements au-delà de la gouvernementale, comme chez nous en France. Mais c'est un écosystème. Le prix du médicament va être déterminé par ce que les assurances sont prêtes à rembourser. Alors, si ces compagnies sont extrêmement puissantes, extrêmement riches, elles sont aussi extrêmement fragiles. Elles sont extrêmement fragiles à cause des blockbusters. C'est-à-dire que ces compagnies-là, vous voyez leur chiffre d'affaires et vous voyez leur blockbuster, c'est-à-dire la molécule qu'elles vendent le plus. Et en fait, quand vous voyez le pourcentage du total que ça fait, il y a cette compagnie, AbbVie, là, qui dépend à 45% de ses revenus d'une molécule, Humira. Et donc, quand ces molécules tombent dans le domaine public, quand le brevet cesse de protéger la découverte, et en fait, il faut qu'elle passe au travers d'une grande crise. Donc là, sur l'exemple 2011-2012, vous voyez à quel point ça tombe vite quand les brevets expirent. Donc là, vous avez 4 exemples.
Et vous voyez les revenus générés un an après, ou 2 ans après. Bon, ben, ça s'étiole très très vite. Et donc, il faut absolument soit faire du marketing en disant eh ben, la molécule originale, elle est bien mieux que toutes celles, tous les génériques qui ont essayé de copier. Donc, il y a beaucoup d'efforts marketing comme ça. En général, ce n'est pas vrai, mais bon, il y a peut-être des formes galéniques qui marchent un peu mieux que d'autres, mais bon, en général, ce n'est quand même pas vrai. Ou alors, une autre manière de rebondir, c'est de trouver une nouvelle indication pour une molécule préexistante, ce qui vous permet de redéposer un brevet. Donc, le médicament générique, c'est quelque chose qui est en plein essor. Là, vous voyez les économies attribuables aux médicaments génériques. Ça augmente d'année en année, de manière continue. Et les parts de marché ont augmenté de 18% en 1984 à 80% en 2014 aux États-Unis. C'est ce que j'ai trouvé. Et donc, même quand les autres compagnies peuvent utiliser une découverte, parce que le brevet est tombé, ils peuvent synthétiser la molécule et la vendre, mais il y a un délai qui est induit par le fait que la nouvelle forme galénique doit être approuvée par des autorités de régulation. Alors évidemment, c'est bien plus facile que la première fois, où il fallait le dossier complet, le dossier d'innocuité, d'efficacité, etc. C'est très allégé, mais quand même, il faut le faire. Et évidemment, le but du jeu, c'est que le prix tombe. Donc, le brevet est vraiment au cœur des Big Pharma. Les méthodes d'analyse chimique sont telles que le secret n'est pas possible. Il suffirait d'acheter une boîte de médicaments et de l'analyser pour savoir ce que c'est et pour le copier. Donc, en fait, on va publier un brevet. Donc, on va le rendre public, mais on va prendre date. On va prendre date et on va protéger la découverte. Alors, on dit que le brevet protège la découverte tout en permettant à la science d'avancer, puisque comme il y a publication, les autres peuvent s'inspirer de cette connaissance pour aller plus loin. Et si ça va significativement plus loin, il y a un nouveau brevet qui peut être déposé, et donc rendu public, et donc utilisable. Donc, c'est un mauvais système, c'est un système qui est décrié, parce qu'il exclut un certain nombre de gens de l'accès aux médicaments. Et puis, c'est peut-être le moins mauvais système malgré tout. C'est un débat. Ce qu'il faut voir, c'est que la protection juridique, elle n'est que de 20 ans. Et donc, ces 20 ans, quand on voit le temps de développement d'un médicament, on avait vu que c'était 20 ans, hein, depuis le criblage de la chimiothèque jusqu'à avoir un médicament sur le marché. Et ben en fait, si vous utilisez les 20 ans pour les 20 ans, ben vous n'avez plus de temps d'exploitation. Donc, il y a tout un jeu pour savoir quand est-ce qu'il faut breveter. Est-ce que c'est au tout début des tests cliniques, un peu plus loin bon. Donc, il y a énormément de secrets avant que ce soit breveté. Et puis, une fois que c'est breveté, c'est dans le domaine. Et le brevet doit couvrir non seulement le coût de développement du médicament considéré, mais aussi le coût de développement de tous les médicaments qui n'ont pas marché, évidemment. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à des traitements très, très chers. Alors, des stratégies de contournement de l'innovation. Alors, ce n'est pas uniquement péjoratif quand je dis ça, c'est-à-dire on a beaucoup de médicaments qui sont mis sur le marché qui ne sont pas franchement nouveaux. Alors, d'abord, vous pouvez vouloir faire un MeToo, et le MeToo, c'est bien qu'il existe, ça fait une concurrence, ça peut faire baisser les prix, ça peut aussi permettre de trouver des molécules un peu plus actives. Et puis, surtout, il y a trouver de nouvelles applications à des médicaments qui sont déjà approuvés. Donc ça, c'est le drug repositioning, et ça se fait beaucoup, et ça peut être brevetable aussi. Donc, qu'est-ce qu'un médicament? C'est toute substance qui soigne une condition pathologique, et donc il y a des natures extrêmement variées. Les plus courants, c'est les petites molécules organiques, les drogues, qu'elles soient naturelles ou de synthèse. Ça peut être des hormones, d'où l'importance de Claude Bernard. L'insuline, c'est un médicament en plus d'être une hormone naturelle. L'hormone de croissance aussi. Ça peut être d'autres substances du corps, telles que les anticorps, depuis le sérum antivenin quand vous faites piquer par un serpent, mordre par un serpent, ou des anticorps monoclonaux, par exemple pour le traitement du cancer. Donc, un médicament sert à traiter une pathologie. Maintenant, il y a différentes manières de traiter une pathologie. Vous pouvez traiter le symptôme ou la cause. Alors, l'aspirine est un très bon médicament qui ne fait jamais que traiter les symptômes.
la fièvre, l'inflammation quand vous avez une infection, et on se sent mieux quand on fait baisser la fièvre et l'inflammation. Donc, c'est un médicament qui fait baisser les symptômes, un peu quelles que soient les infections qu'on peut avoir. Et, excusez-moi, vous avez des médicaments extrêmement spécifiques, tels que l'imatinib qu'on a vu, qui va, lui, traiter la cause. Il va traiter les cancers leucémie myéloïde chronique dus à cette translocation BCR-ABL qui génère un gène qui promeut le cancer, un oncogène. Et donc, là, dans ce cas-là, on traite la cause. Mais parfois, la cause est inconnue. Par exemple, quelle est la cause de la maladie d'Alzheimer? On va voir, ce n'est pas si clair que ça, en fait. Ce n'est pas du tout clair. La cause, il n'y a peut-être pas qu'une seule cause, c'est peut-être un processus de vieillissement un peu généralisé qui fait qu'à partir d'un certain moment, on passe un stade, on passe un seuil et les neurones meurent. Et puis, il y a une petite anecdote qui est intéressante, c'est que parfois la cause, on ne la connaît juste pas du tout, ou on se trompe. Donc l'ulcère, par exemple, qui donne des brûlures à l'estomac absolument terribles à chaque fois qu'on mange, et tout ça, c'était considéré comme une maladie psychosomatique il y a encore 20 ans. Et donc, on disait aux gens, ouais, c'est dans la tête, soignez-vous, sentez-vous mieux et vous serez mieux. Bon. Ça ne mangeait pas de pain, et donc on soignait uniquement les symptômes qui étaient, puisqu'on avait des reflux acides, des pansements gastriques, où on inhibait l'acidité de l'estomac avec des inhibiteurs de la pompe à protons pour éviter ces brûlures-là. Et en fait, Barry Marshall a montré que les ulcères étaient dus à une bactérie. Alors, on ne pensait pas qu'une bactérie telle qu'Helicobacter pylori pouvait d'abord vivre dans l'estomac à pH 2, hein, quand même, mais les micro-organismes s'adaptent à tout. Et c'était lui, cet organisme-là, qui donnait l'ulcère. Et comme les gens avaient du mal à le croire, pour convaincre, Barry Marshall lui-même a fait une culture d'Helicobacter pylori qu'il a bu pour se faire une gastrite monstrueuse qu'il a soignée tout de suite avec un antibiotique dont il savait qu'il était actif contre Helicobacter pylori. Hein, ce qu'il ne faut pas faire pour avoir un prix Nobel quand même. Bon. Donc, pour conclure, les premiers traitements ont clairement été fournis par la médecine empirique, ce qui n'empêche pas d'avoir trouvé de vrais traitements dont on a compris les bases moléculaires et cellulaires dans un deuxième temps, maintenant. Maintenant, on cherche essentiellement à trouver de nouveaux médicaments en criblant des chimiothèques, en criblant à haut débit de manière phénotypique ou de manière sur des protéines purifiées. Et la validation des têtes de série lors des tests cliniques est longue et coûteuse. D'autant plus longue et coûteuse qu'en fait, la société protège énormément les patients, et on n'est plus au temps de Pasteur où on disait tiens, je crois que j'ai un truc, on va essayer sur toi, t'es OK, bon, pouf. C'était relativement plus facile. Là, c'est extrêmement encadré. Et la société dans son ensemble n'est pas prête à accepter le risque. Donc, c'est une des difficultés auxquelles se confrontent les compagnies pharmaceutiques, c'est que quand vous cherchez des innovations et que le nouveau entraîne de l'inconnu, entraîne du risque. Et donc, il y a des contraintes qui pèsent sur le médicament moderne qui sont contradictoires. On veut des médicaments efficaces, mais absolument inoffensifs. Or, on sait depuis Paracels que ça n'existe pas, mais c'est quand même ce qu'on veut. Et en plus, on a déjà pas mal de molécules qui existent et qui soignent. Et il faut que les nouvelles molécules soient plus efficaces que les molécules préexistantes. Donc, avec ces deux contraintes-là, déjà, ça explique. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'industrie pharmaceutique, elle a beau être immensément riche, elle est en crise. Elle est en crise parce que de ces pipelines rationnels que je vous ai décrits, il y a assez peu de molécules nouvelles, vraiment nouvelles, qui sortent. Et donc, ça, c'est les deux raisons principales. De plus, maintenant, ce n'est pas comme du temps de l'aspirine où on faisait que constater les effets positifs. Il faut que le mécanisme d'action soit compris d'emblée. Dans la plupart des cas, vous ne pouvez pas mettre sur le marché un médicament si vous ne pouvez pas proposer un mécanisme d'action avec, en général, une cible identifiée et spécifique. Donc, quelles sont les perspectives dans ce moment de crise?
En fait, une des raisons pour lesquelles peut-être on tourne en rond, c'est que l'approche petite molécule, qui est la plus rentable, parce que ça ne coûte rien à produire, une fois que la synthèse chimique est mise au point, ça coûte très peu cher à produire, et ça peut se vendre très très cher. Donc c'est là où les rendements sont les plus fantastiques, l'industrie pharmaceutique, si on ne prend pas en compte la découverte. Mais est-ce qu'on ne tourne pas en rond, puisque en fait on va explorer un peu toujours le même type de molécules organiques, surtout depuis Lipinski a dicté ses règles. Donc on va chercher un truc qui est directement, a priori, sera un médicament assimilable par le corps, etc., etc. Et puis en plus, si on regarde les cibles des médicaments approuvés, hein, on a toujours les mêmes classes. Donc en premier lieu, les enzymes, grâce à leur crevasse et le site actif et le fait que c'est facile de criber sur elles. Et ensuite, on a des protéines qui sont présentées par la membrane cellulaire externe des cellules, donc des protéines, des transporteurs, des canaux, des récepteurs. Ça aussi, c'est des protéines membranaires. Donc l'essentiel sont soit des enzymes, soit des protéines membranaires. Et ça, c'est problématique, parce qu'il y a énormément d'autres choses à cibler, notamment les interactions protéine-protéine. En fait, l'essentiel de la connaissance qui sort des labos académiques de recherche, ce sont des voies de transduction du signal, comment on va transmettre l'information. Donc A qui va activer B, parce que A et B sont complémentaires. Et donc, finalement, ce que vous voulez faire, ce n'est pas tuer A, parce que ce n'est pas une enzyme, vous voulez empêcher les deux d'interagir. Et donc, pour ça, vous voulez glisser quelque part là une molécule qui empêche l'interaction entre les deux. Le problème, c'est que contrairement à l'enzyme avec sa crevasse qui est son site actif, les interactions sont beaucoup plus larges. Et donc, les petites molécules organiques telles qu'on les connaît bien, celles qui sont faciles à absorber, etc., sont peu efficaces pour inhiber ces interactions protéine-protéine. Donc ça, c'est un grand champ de recherche. C'est un grand champ de recherche. Et il faut voir qu'on est dans une phase où on élargit le médicament, puisque au-delà des petites molécules organiques, il y a toutes sortes de molécules du corps, biologiques, les anticorps thérapeutiques. On peut vouloir cibler l'expression des gènes, hein, grâce à des méthodes telles que l'ARN interférence ou l'édition du génome par CRISPR. Donc tout ça, ça peut être des médicaments. Ça peut être des médicaments. Ça remplit la définition des médicaments. Mais ce n'est pas ce à quoi on pense, qui est la petite molécule organique, qui est quelque part le modèle du XXe siècle. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que ce cours vous a plu et à bientôt.